J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième table ronde sur les JDL édition 2023. Alors, on va encore parler d'hydrogène sur une nouvelle énergie pour le BTP, la manutention et le transport. J'ai le plaisir de retrouver pour cette deuxième table ronde 5 invités. Avec moi, Marie-Laure Michaud de la société Inocel. Bonjour Marie-Laure. Bonjour à tous. Jérôme Fauché de la société Thor. Bonjour Jérôme. Bonjour. Christophe Rougeau, société Inti. Bonjour. Olivier Crama de la société Gossin. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Et Samuel Jazé de la société JCB. Bonjour Marion. Alors, aujourd'hui, vous allez là nous expliquer et nous démontrer que l'hydrogène est bien une réalité et participe à la transition énergétique. Je vais commencer avec vous, Marie-Laure Michaud. On va parler déjà d'un élément important dans un processus de production et de délivrabilité de l'hydrogène qui est la pile à combustible. Vous travaillez sur ce cœur de système. Rappelez-nous tout d'abord comment fonctionne la pile à combustible. Très bien. Donc, effectivement, chez Inocel, nous sommes spécialisés dans le développement et l'industrialisation de piles à combustible pour aider les industriels à réduire leurs émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, une pile à combustible, le principe, c'est de fabriquer de l'électricité à partir d'hydrogène et de l'oxygène de l'air. Donc, le principal avantage par rapport à un moteur classique, c'est que justement, ça ne produit en plus de l'électricité que de la chaleur et de l'eau et pas de gaz à effet de serre ou de CO2. Le cœur de la pile, c'est ce que l'on appelle le stack. Donc, c'est un empilement de cellules électrochimiques dans lesquelles on va amener de l'hydrogène qui va en fait, par réaction chimique, donner des protons et des électrons qui vont former un courant électrique. Et on va amener l'oxygène qui va se recombiner avec l'hydrogène et les protons pour former de l'eau. Donc chez Inocel, nous développons des piles basse température. Donc c'est avantageux parce qu'on n'a pas besoin de fonctionner à des températures élevées comme d'autres technologies. Et donc nous les refroidissons à l'aide d'eau et d'un antigel pour maintenir la température de l'ordre de 80 degrés, ce qui permet d'améliorer et de maintenir une très bonne durabilité au niveau de nos piles. Alors, on va juste rappeler, parce que c'est une évidence, peut-être pour certains, mais peut-être pas pour tous, la pile au combustible, c'est un élément qui est dans le véhicule. La pile à combustible, elle a été développée par Inocel avec des partenariats. Comment ça s'est passé? Oui, donc il y a eu une étape R&D amont. Ça fait déjà plus de 2 ans que l'aventure a démarré avec le CEA. Donc, ce qui nous a permis de confirmer le potentiel des briques technologiques du CEA que nous embarquons. Avant d'engager le développement produit, donc de réaliser beaucoup de tests en laboratoire. Et donc maintenant, nous sommes vraiment en phase de développement produit pour un lancement l'année prochaine. Et nous parallélisons beaucoup d'activités. En fait, nous allons vraiment très vite en réalisant des prototypages rapides, en parallélisant la conception, l'industrialisation. Et puis, on bénéficie de plusieurs accélérateurs, toujours le CEA, avec lequel nous avons des actions de développement, de R&D. Et également des membres de notre board qui sont des experts qui ont déjà dirigé de gros programmes industriels, notamment chez PSA, Stellantis. Et puis, nous avons intégré dans nos équipes des experts fuel cell qui ont également participé à plusieurs phases de développement produit. Revenons aussi à l'intégration de la pile dans le système de production et de propulsion, pardon. Comment ça s'intègre ? Donc, si on prend par exemple un camion, un 44 tonnes, donc il y a un réservoir aujourd'hui de diesel qu'on va remplacer par des réservoirs d'hydrogène comprimé à 700 bars. Donc l'hydrogène, c'est une toute petite molécule. Donc pour réduire les volumes de stockage, il faut absolument la comprimer à de très fortes pressions. Ensuite, du coup, la pile à combustible va être alimentée justement par cet hydrogène. Elle va fournir l'électricité à un moteur électrique qui va lui-même entraîner les roues. On associe toujours à ce système une batterie. Alors, il ne s'agit pas d'une batterie avec une forte capacité de stockage d'énergie. La batterie est là pour les phases de démarrage, pour aider lors des phases de montée en puissance rapide du système, par exemple quand un camion sur autoroute doit monter une forte pente. Et elle est également utile dans les phases de descente pour faire de la régénération par freinage. Donc voilà en gros les éléments clés
d'un train de propulsion qui intègre une pile à combustible. Donc la batterie permet de passer des pics de puissance à Ça. certains moments donnés. Et en termes d'autonomie, parce que on a les batteries où on est souvent limité en autonomie, quel est l'intérêt par rapport à l'électrique, l'hydrogène? Mais c'est vrai que si on prend des applications de mobilité lourde, typiquement les camions, pour atteindre des autonomies de l'ordre de 700 à 1000 km, il faudrait de 7 à 13 tonnes de batterie en tout électrique. Donc c'est juste pas possible. Donc ça impose aux industriels et aux utilisateurs de revoir leurs usages, donc de réduire l'autonomie et également de modifier en fait leur cycle de recharge, donc recharge longue la nuit et des recharges plus courtes en journée lors des pauses conducteurs. Avec l'hydrogène, on retrouve quand même beaucoup les usages du diesel classique, puisqu'on est sur des temps de recharge, on estime assez rapidement à l'ordre de 20 minutes en fait. Donc pour un poids lourd, une vingtaine de minutes. C'est pas forcément impactant. Et même chose pour la recharge utile, elle est préservée puisque même si le volume de stockage de l'hydrogène est supérieur à celui d'un réservoir diesel, on n'est pas à des niveaux là de 7 à 13 tonnes de batterie qui réduisent la charge utile de manière considérable. Et puis, alors, on parle de kilowatts, bien sûr, c'est combien de kilowatts ce système? Alors, nous, chez Inocel, on développe vraiment des piles 300 kilowatts qui sont vraiment bien adaptées justement à ces applications de mobilité lourde, puisqu'un camion un 44 tonnes, typiquement, va nécessiter de l'ordre de 400 kilowatts, 500 chevaux. Et donc, un système idéal, ce serait de mettre une pile à combustible comme celle d'Inocel sur du 300 kilowatts et de l'associer à une batterie, par exemple, de 100 kWh. D'accord, et c'est suffisant effectivement pour le 44 tonnes. Oui. Quand les premiers tests auront lieu sur les piles à combustible Inocel? Alors, nous avons déjà beaucoup de tests en cours. En fait, nous avons récupéré ce qu'on appelle des profils de mission, donc c'est-à-dire les usages de la mobilité lourde, donc équipement de camion avec des profils typiques que nous pouvons reproduire en laboratoire pour être le plus proche possible des conditions réelles. Et pour le stationnaire, donc même chose. Et nous avons prévu du coup de faire des tests avec des démonstrateurs sur le premier semestre 2024 pour un déploiement industriel et commercial sur le deuxième semestre de l'année prochaine. Et aujourd'hui, ça s'adresse donc à la mobilité lourde. Est-ce que sur des engins de chantier comme on peut trouver ici, c'est aussi adapté, la pile à combustible Inocel? Oui, donc pour certains engins de chantier, effectivement, qui nécessitent ces fortes puissances, c'est pour moi effectivement tout à fait adapté. Quel type d'engin de chantier où on va pouvoir avoir une forte puissance, par exemple? Des engins de chantier comme des camions qui vont aller dans des mines, par exemple, où les batteries ne seraient pas adaptées, on peut avoir un réel intérêt à intégrer nos piles 300 kilowatts. D'accord. Vous êtes basé en Bourgogne-Franche-Comté? Oui, nous avons annoncé du coup au mois de mai la création de notre usine sur Belfort. Et nous avons aussi un centre de R&D basé à Grenoble. Merci Marie-Laure. Alors vous avez aussi un voisin géographique aussi basé en Bourgogne-Franche-Comté. Olivier Cramat, la société Gossin, vous êtes directeur commercial Europe. Vous apportez des solutions avec la société Gossin en lien avec la manutention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement et en quoi l'hydrogène rentre dans votre offre produit? Bien, donc oui, en effet, donc nous sommes une société franc-comtoise également, et historiquement, donc c'est une société familiale qui existe depuis 1880 et qui, depuis milieu des années 1960, a fait le pas de la manutention lourde, historiquement dans le portuaire. Et puis on a développé nos produits de petit à petit, et maintenant on est plus un apporteur de solutions qu'un fabricant, c'est-à-dire qu'on amène des nouvelles technologies comme des solutions évolutives à nos produits. Et aujourd'hui, on est très présent sur l'activité logistique, l'activité portuaire, aéroportuaire, mais également sur la mobilité des personnes. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir fait le pas déjà il y a quelques années. En 2012, on a décidé d'arrêter de faire des véhicules à propulsion thermique. On est directement passé à l'électrique. On a conçu des véhicules 100% électriques. Et puis, nos véhicules sont très modulaires, c'est-à-dire qu'on travaille par briques technologiques. Et aujourd'hui, en complément de gamme à ces véhicules électriques, on a intégré la pile à combustible comme un prolongateur d'autonomie pour nos véhicules. Alors, pas parce que nos véhicules ont besoin d'aller plus loin, mais parce qu'on est dans des opérations où les gens n'ont pas forcément le temps de faire du refueling, du rechargement ou autre. Donc, on avait déjà des solutions pour la partie électrique pour donner de l'autonomie, mais avec l'hydrogène, on amène du complément. Et dans la continuité un peu de ce qui a été dit, on va voir de plus en plus de camions qui vont être équipés à l'hydrogène. Et finalement, nos clients reçoivent des camions toute la journée.
les logisticiens par exemple, vont investir dans des systèmes de production, distribution d'hydrogène. Et nous, on va amener un petit peu de complément pour amener un petit peu plus d'usage et de consommation dans l'écosystème local. Donc l'hydrogène pour prolonger l'autonomie. Tout à fait. Et pourquoi ne pas avoir choisi l'hydrogène à 100%? Pourquoi l'associer à l'électrique? Ça aurait pu être aussi une possibilité d'être à l'hydrogène. Eh bien, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées par Marie-Laure, c'est-à-dire que on est parti d'un véhicule électrique et nous, on fabrique pas de pile, on va intégrer de la pile. Et notre idée, c'était, la solution est de préserver la pile. Donc, pour la préserver, donc la batterie vient en complément pour absorber tous ces pics de courant, ces appels de courant, et également pour faire de la régénération parce que ça fait partie du concept de nos véhicules. Vous rencontrez des difficultés dans le déploiement de l'hydrogène ou c'est plutôt aisé? Comment vous pouvez nous Bien, expliquer? Aujourd'hui, les grandes difficultés, enfin, je pense qu'autour de la table, on les connaît tous. Nos véhicules hydrogène, ils fonctionnent, ils sont disponibles. Le problème, c'est de les recharger. Aujourd'hui, c'est l'infrastructure. Alors, on sait qu'il y a des choses qui bougent. Hein, on se parle un petit peu tous ensemble toute l'année. Il y a des choses qui bougent, ça se met en place, notamment sur Belfort. Il va y avoir des stations de recharge. Je pense qu'il y a un grand pôle. En plus, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a une certaine dynamique autour de l'hydrogène. Donc, on veut vraiment jouer, sans être chauvin, bien sûr, mais vraiment jouer le rôle de la grande région qui veut pousser ces vecteurs d'hydrogène. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec Nathalie Locke qui nous a bien expliqué vraiment le maillage de l'hydrogène avec déjà des stations sur Auxerre, après Belfort, il y aura Dijon très prochainement. Aujourd'hui, vous avez là exposé sur le salon un 4x4 à hydrogène. Il fait un peu rêver tout le monde. J'ai déjà vu plein de photos sur les réseaux sociaux avec des admirateurs. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce camion à hydrogène? Alors déjà, c'est le camion à hydrogène le plus puissant au monde qui a été construit aujourd'hui. Alors il a été construit pour le lancer sur le Dakar. Alors Il a fait le Dakar. Il a fait le Dakar 2022. Alors en toute modestie, sans objectif de remporter le Dakar devant les spécialistes depuis plusieurs décennies, mais de démontrer au marché que la technologie hydrogène, elle était là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait intégrer sur des véhicules qui opèrent dans des environnements complexes une pile à combustible, des réservoirs, un complément avec de la batterie pour dire, ben voilà, messieurs, dames, on est là, la techno, elle existe, on a fait du franchissement, on a roulé dans le sable, on a Passé des secoué le dunes. véhicule, il a été mouillé, il fait aussi très froid la nuit dans le désert, il fait très chaud la journée, et tout ça, le véhicule a survécu, il a participé à toutes les étapes du Dakar. Alors, la problématique majeure pour nous était la même dont on vient de parler, c'est qu'on n'avait pas de refueling, donc on a dû faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on s'est fait alimenter en tube trailer, alors ce qui nous sort un petit peu de l'écosystème de l'hydrogène vert, mais en tout cas pour notre démonstrateur, c'était important, et ça nous a permis, pour nous, Gosselin, de faire un laboratoire à ciel ouvert et de dire, ben voilà, en fait, les données dont on avait besoin pour affiner nos gammes de véhicules, eh ben on les a. Et aujourd'hui, on commence à livrer les premiers véhicules commerciaux équipés à l'hydrogène. Vous en avez un ici qui est exposé à côté du camion. Donc c'est un tracteur de parc logistique. Oui. Donc là, c'est pour nous constructeurs, c'est notre mulet. Mais il a son grand frère qui opère déjà chez un client sur le territoire nord-américain et on est encore 19 véhicules dans la logistique, bien sûr. Dans la logistique. Voilà, tracteur de parc logistique parce que c'est des plateformes logistiques qui sont surdimensionnées par rapport aux nôtres et ils ont déjà l'infrastructure hydrogène installée. Donc là, on amène, nous, de la consommation locale. Donc déjà l'écosystème qui est en place. En fait. L'écosystème est en place. Est-ce qu'on a la même charge utile sur un camion entre les réservoirs à hydrogène et puis la pile à combustible? Tout à l'heure, vous parliez d'une charge utile qui était plutôt identique par rapport à un véhicule 100% électrique si on devait être sur les mêmes autonomies et capacités. Aujourd'hui, vous êtes aussi sur la même charge utile sur vos engins. Tout à fait. Nous, on est sur la même charge utile parce qu'on a une particularité. On va pas sur le domaine ouvert, on va pas sur le domaine public. On est en site fermé, donc on n'est pas sujet à la réglementation de la charge à l'essieu. Donc finalement, si nos véhicules sont un peu plus lourds parce qu'on ajoute une brique technologique, alors c'est pas grave, sauf pour l'aspect consommation, bien entendu. Mais autrement, on n'est pas clos enfermé dans cette charge. Donc nos véhicules, on a le tracteur logistique, donc qui va tracter des semi-remorques jusqu'à 38 tonnes. Mais on a son grand frère dans l'opération portuaire, qui lui va tracter jusqu'à 75, voire 100 tonnes si on dégrade un petit peu sa vitesse. Dans les opérations pour des industriels, et lui il sera livré à l'automne 2023. D'accord, très bien. Sur un port français. Ah, pas que aux États-Unis. Voilà. Très bien.
Jérôme Fauché, société Thor, vous êtes le fondateur de cette entreprise. Donc, on le voit que l'hydrogène est un vecteur, en tout cas, d'énergie pour le secteur de la manutention. Vous êtes spécialisé dans les plateformes robotiques. Quelle est exactement l'activité de Thor? Alors après, on pourra aller voir sur votre stand, hein. Mais en quoi l'hydrogène est un sujet pour vous? Alors, nous, on est un jeune fabricant plateforme robotique installé à Saint-Étienne. On a décidé de faire une gamme de châssis capable d'emmener de 300 à 5000 kilos à peu près pour notre positionnement marketing. Et donc, on a travaillé avec des produits existants qui étaient à batterie aujourd'hui. Et quand on fait de l'assistance robotique comme on a envie de le faire, ben, on ne doit pas passer son temps à charger un véhicule parce que la batterie est vide. Donc, on s'est aperçu, on a découvert plusieurs grosses problématiques que l'on résout avec l'hydrogène en fin de compte et la pile à Lesquelles? combustible. Bah, les problèmes d'autonomie, Ouais. hein, donc suivant le nombre de batteries que j'embarque, je dure X temps. Or, un logisticien travaille à minimum 8 heures sans changer son matériel. La dépendance aux produits asiatiques aussi. C'est-à-dire qu'il est facile d'acheter des batteries chinoises avec des problématiques qui ne voyagent pas et ainsi de suite. Donc, si on va s'internationaliser, on aura du mal à envoyer nos plateformes à batterie. Et puis, une part qui est importante, qu'on est en train de se rendre compte, le risque incendie. C'est-à-dire Qui est que important avec les oui, véhicules à batterie. voilà, maintenant, alors si on travaille pour la Poste, DHL ou d'autres, et que c'est nous qui faisons le départ de feu de l'hôtel du centre-ville, ça va être C'est compliqué. problématique. Donc, on a résolu le problème avec l'hydrogène. On travaille avec Pragma Industrie, les gens de Biarritz. Alors, vous allez me dire pourquoi. Je vais vous répondre tout de Parce suite. qu'on les connaît très bien pour les vélos à hydrogène, Voilà. Alors, mais pas que. on a essayé de faire quelque chose. Déjà, les plateformes Tor sont 100% françaises. Donc, on agrège des solutions françaises. Et la pile à combustible de Pragma rentre parfaitement dans notre plateforme. Il suffit qu'on enlève nos batteries. Donc, ça sera la première plateforme au monde logistique sans batterie. Alors, petite, hein, soit, mais sans batterie. Oui, parce que finalement, par rapport à l'application dont on parlait tout à l'heure sur les poids lourds, avec ce complément batterie qui est nécessaire, hein, cette combinaison des deux, là, sur des véhicules de manutention lourde, il y a moins ce besoin avec des passages de pic. Et non, et je joue l'avantage du rechargement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai tout consommé, on consomme très peu de grammes à l'heure, bah, je vais me recharger en quelques minutes. Donc pour moi, c'est un très grand avantage. On en fera un deuxième usage après pour pouvoir répondre aux besoins de mes collègues, c'est que de ces plateformes hydrogénifiées, on va faire des stations-service mobiles pour justement aider tous les véhicules du futur à pouvoir avoir une session d'essai, un test client de 6 mois, une implantation. Donc on va se mettre à déplacer les stations-service biogaz, hydrogène et électrique. Sur votre stand, tout à l'heure en passant, j'ai vu frigorifique. Alors, Oui, à quels usages vous adressez-vous? Parce que cette année, on lance 2 gammes de produits parce qu'il faut qu'on monte en cadence. Une start-up industrielle doit présenter un plan industriel. Donc, on a agrégé 2 grands secteurs qui étaient la nourriture, le froid. Et après, qui était déjà votre marché qui est le premier marché que l'on lance cette année. Pas très D'accord. vieux, hein, ça date du mois d'avril. Donc, on est en plein développement. C'est mondial, c'est répétitif, c'est nécessaire. Et la solution robotique de petite taille permet d'apporter un complément au véhicule. Et le deuxième secteur que l'on va agréger, ce sont les stations de rechargement mobile, dont on en parle la première fois ici chez vous, et qu'on présente au fur et à mesure. Donc, rechargement avec différents types de châssis ou comment ça se... Avec un châssis commun de capacité de 1500 kg, D'accord. que l'on agrégera de solutions de rechargement françaises, avec plus ou moins de kilos, de litres, suivant l'énergie qu'on prendra, et de packs batterie. Rappelez-nous jusqu'à combien de kilos, peut-être tonnes, vous pouvez transporter avec Nous, on le robot conçoit Thor. de 300, alors pas le même robot, mais Oui. les plateformes sont faites pour gérer 300, 1500 et 5000 kilos. Donc jusqu'à 5000 kilos de chargement, en tout cas pour... Oui, c'est des bons outils industriels, c'est des bons engins d'aide industrielle. Dans la vallée du Gier, chez nous, on a des forgerons, on a des forges, il faut changer des outils, il faut emmener des choses, des bogies, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, voilà. Donc plusieurs applications possibles. C'est un pari, hein. C'est un pari un peu. Alors, moi, je dirais pas fou parce que l'hydrogène, ça fait quand même un moment qu'on en parle. On a des vrais acteurs aujourd'hui industriels
On parlait tout à l'heure plutôt de la partie production où là c'était un autre enjeu. Donc là, le prototype, est-ce que celui qu'on peut voir, c'est le prototype qu'on peut voir Non, le prototype quand est est-ce en qu'il conception, le sera nouveau disponible? châssis. On va tout assembler en octobre pour le faire rouler 24 heures à minimum à partir de décembre. Décembre, très bien. Essayer de battre un record d'endurance. Des brevets déposés, j'imagine? Quelques brevets déposés, oui, on a des... Alors, même si la technologie appartient aussi à nos partenaires, c'est du co-développement. Du co-développement. On préfère chasser en meute un petit peu sur des sujets comme ça. On ne sait pas tout faire, ce que fait Inocel ou les véhicules de Gossin ou JCB. Donc, on va travailler en équipe. Donc des alliances. Oui, souvent, beaucoup des alliances Stratégiques et technologiques, et industrielles. commerciales aussi sur des secteurs. Les territoires coréens, nord-américains posent vite des questions sur ces sujets-là. Ouais. Merci Jérôme. Samuel Jazet, vous êtes directeur produits et marché pour JCB. Vous êtes exposant également. Est-ce que l'hydrogène, c'est une alternative dans la transition énergétique au sein de votre entreprise? Alors, l'hydrogène est un vrai axe de développement chez JCB. On travaille sur ce projet depuis 2019-2020. En fait, on a lancé sur le marché la première mini-pelle électrique sur batterie, qui était une mini-pelle de 2 tonnes, qui est commercialisée aujourd'hui, qui est un grand succès. Mais on s'est rendu compte rapidement qu'il n'était pas possible de développer ces technologies à batterie sur des pelles de plus grande capacité. Par exemple, sur une pelle de 20 tonnes qui tourne 8 heures par jour, il faudrait 500 kWh de batterie. C'est un poids considérable, c'est un coût considérable. Il faut compter à peu près 250 000 euros de batterie pour alimenter cette pelle de 20 tonnes. Donc ça ne fonctionnait pas. Et donc, dès la fin 2019, début 2020, on a construit un premier prototype de pelle à hydrogène sur une pile à combustible, une pelle de 20 tonnes, qu'on a essayé de faire fonctionner avec cette pile à combustible dès 2020. Ça s'inscrit dans la démarche de JCB de décarboner ces machines complètement à l'horizon 2050. À 100%, c'est vraiment ce qui est attendu. À 100%. Et donc, l'idée, c'est pour les petites machines jusqu'à 6 tonnes de poids opérationnel, de continuer sur la technologie électrique, qui est une technologie simple, bien maîtrisée, qu'on sait faire fonctionner, qui correspond aux besoins des clients pour les petites machines jusqu'à 20 kWh de consommation quotidienne. Et au-delà de 20 kWh de consommation quotidienne et de 6 tonnes, de passer sur la technologie à hydrogène qu'on est en train de développer. Est-ce que vous êtes sur une technologie avec pile à combustible ou plutôt moteur à combustion? Comment vous avez travaillé? Comme je vous le disais, on a commencé par développer un prototype de pile à combustible qui s'est avéré être très contraignant pour notre utilisation, puisqu'on travaille avec des machines qui sont quasiment statiques dans des environnements extrêmement poussiéreux. Ça posait 2 problèmes principaux. Le premier était l'évacuation de la chaleur. Il y avait une très très grosse production de chaleur et sur une machine statique, il était difficile de refroidir la pelle. Donc il a fallu ajouter des appendices destinés au refroidissement qui étaient à la fois nombreux, consommateurs d'énergie, coûteux et qui déséquilibraient la pelle, puisque c'est des machines quand même qui ont besoin de beaucoup d'équilibre pour fonctionner de manière optimale. Et donc c'était assez peu satisfaisant. De plus, on est dans des environnements qui sont très poussiéreux. Évidemment, quand on creuse, du sol sec, on va avoir des dégagements de poussière qui vont être considérables. Donc, il fallait traiter l'air, qui n'était pas non plus très fonctionnel. Et on avait des problèmes de fiabilité avec la pile à combustible. Donc, c'est une solution qu'on a été obligé d'écarter assez rapidement. Et à partir de juillet 2020, le chairman de JCB a lancé un challenge à ses équipes d'ingénieurs qui était de développer, à partir de notre moteur diesel, un moteur à combustion d'hydrogène. Donc, on a transformé notre moteur diesel en changeant bien évidemment les matériaux, en gardant le design général et en ajoutant un système d'allumage, donc des bougies comme les anciens moteurs à essence, qui vont permettre d'allumer l'hydrogène et de faire fonctionner ce moteur. Très bien. Aujourd'hui, pour homologuer les engins de chantier qui fonctionnent à l'hydrogène, alors là, c'est une question un peu pour tous. Comment ça se passe, cette homologation? Est-ce que c'est possible? Vous avez... Alors, c'est des processus qui sont en cours pour nous. Donc,
pour ce qui concerne le moteur à combustion d'hydrogène, aujourd'hui, on est en passe d'homologuer un groupe électrogène donc, qui va avoir une utilisation statique. Ça, c'est relativement aisé. On espère pouvoir d'ailleurs le présenter d'ici la fin de l'année. Pour les machines mobiles, c'est aujourd'hui un petit peu plus compliqué, mais c'est un processus qui est en cours. On espère pouvoir aboutir prochainement et apporter de bonnes nouvelles prochainement sur la question. Alors, au-delà des engins de chantier, pardon, est-ce que l'hydrogène est envisagé pour d'autres types d'usages pour vos clients et pour vous? Encore une fois, pour toutes les machines où il y a plus de 20 kWh de consommation quotidienne, on envisage d'utiliser l'hydrogène. Un groupe électrogène à hydrogène, est-ce Voilà. que ça c'est envisageable? Un groupe électrogène donc, qui arrivera en fin d'année, on devrait pouvoir vous le présenter en fin d'année. Groupe électrogène, mais aussi toutes les machines que nous offrons aujourd'hui. On a à peu près 400 machines et on estime que voilà, 75% de ces machines sont destinées à fonctionner à l'hydrogène dans le futur. Alors, dans les écosystèmes de chantier, hein, comme on le sait, les clients acheminent le plus souvent le carburant jusqu'aux engins. Comment on fait le plein sur un chantier avec une machine JCB aujourd'hui en hydrogène? Alors, ça reste évidemment un des gros challenges qui nous reste à surmonter. À relever, ouais. Comment on amène l'hydrogène sur les chantiers. Alors, on va pas appeler des fournisseurs d'énergie pour qu'ils viennent faire le plein tous les jours. Donc, à ce stade, on a créé un engin intermédiaire qui permet d'avoir un stockage mobile d'hydrogène et qui va permettre de faire jusqu'à 16 pleins de machines avec sa réserve. En fait, c'est la même contenance que les tubes d'hydrogène qu'on voit sur la route aujourd'hui. Et donc, il va pouvoir redistribuer cet hydrogène sur les chantiers. Évidemment, ce système ne fonctionne que pour des clients qui auront des flottes de machines. La logistique de l'hydrogène, d'une manière générale, reste à inventer, reste à développer sur le territoire français et sur le territoire européen d'une manière générale pour que ça puisse toucher tous nos clients, tous nos partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore tout ce travail à faire en partenariat avec les énergéticiens pour amener l'hydrogène jusqu'à la machine. C'est notre prochain challenge. En termes de budget, est-ce que par rapport à l'électrique, est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose de plutôt similaire au budget de l'électrique qui sont environ entre 20 et 30% au-dessus par rapport aux engins énergie fossile thermique? Alors moi, je peux répondre pour moi. Ouais. Aujourd'hui, ma conversion hydrogène pile à combustible me coûte pas plus cher qu'une batterie lithium. D'accord. On a ISO. Et pour vous, chez JCB, en termes de... Très honnêtement, on n'en est pas encore à déterminer les prix de vente, mais c'est une solution qui, pour des grosses machines, est sensiblement plus économique que l'électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, 500 kWh de batterie, c'est 250 000 €. On ne sera pas du tout sur ces surcoûts-là. On envisage des surcoûts qui sont très modérés par rapport à la technologie diesel. D'accord. Et encore une fois, on est au tout début de ce processus. L'idée, c'est à terme d'arriver à une technologie qui coûtera pas significativement plus cher que le diesel, qui sera tout à fait comparable. D'accord. Chez Gossin également, on est sur des tarifs qui sont... C'est ça. Alors, en fait, nous, le travail qui nous reste à faire, c'est à optimiser la partie batterie. Parce qu'aujourd'hui, je l'expliquais, on vient intégrer la pile à combustible comme un complément et on a conservé la batterie d'origine. C'est-à-dire qu'on a une batterie qu'on peut considérer comme surdimensionnée. Ouais. Donc, on a encore ce travail à faire justement pour essayer d'arriver à ISO-coût avec un véhicule électrique. D'accord. Donc, d'autres challenges à relever. Alors, en termes de production et d'acheminement de l'hydrogène et puis d'optimisation de la technologie. Alors, on parlait de production, on a les matériels avec les différents composants technologiques. La logistique, c'est aussi un élément clé. Je me tourne vers vous, Christophe Rougeot. Aujourd'hui, vous avez une solution qui vient d'être lancée avec le concept iMove. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, iMove, c'est le partenariat de Inti, donc pour les Bourguignons, ex-Rougeot Énergie, et d'Alpic. Alpic, c'est l'équivalent EDF, beaucoup plus petit, mais suisse. Donc, qui ont déjà une grosse expérience avec Hydrospider, puisque en fait, on a pris cette solution-là, qui est une solution clé en main, en fait, qui va du leasing du camion, forcément hydrogène, qui va de la fourniture hydrogène vert, ce qui sera quand même le plus intéressant, et jusqu'à la maintenance de la flotte. Et ça, c'est important.
Voilà. Et ça, on a commencé donc déjà avec ce partenariat-là qui permet, il y a déjà 50 camions qui fonctionnent. Alors, des porteurs. On n'a encore pas les camions tracteurs, porteurs, ouais. des camions porteurs qui tournent, qui fonctionnent en Suisse. On vient de signer, donc c'est officiel, avec Intermarché, Bretagne. Donc, ce sera sûrement les premiers à avoir cette solution-là. Pour acheminer l'hydrogène jusqu'à leur magasin ou centre logistique. En fait, la partie on résout surtout le problème des producteurs, en fait, qui a besoin de décarboner. Alors, nous, en mobilité lourde, on a forcément besoin de décarboner, nos engins de chantier aussi, mais en fait, c'est ceux qui produisent, c'est les viticulteurs avec le vin. Il faut que le vin soit décarboné quand il part de Meursault et qu'il va à Hong Kong. Il faut avoir une traçabilité complète décarbonée, aussi bien pour les bouteilles de Perrier que tous les produits, en fait. Donc, c'est eux qui vont, à mon avis, forcer et nous obliger à accélérer, à tous accélérer, que ce soit les constructeurs et tous les gens comme nous qui ont des solutions de mobilité. Donc le premier territoire qui sera couvert par le projet iMove, alors du coup c'est plutôt la Bretagne, et est-ce qu'en Bourgogne-Franche-Comté il y a aussi des velléités à... Oui, je peux pas tout dire quand même. Ah. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on aura une superbe station à Dijon, parce que j'entends Belfort et Auxerre. C'est bien parce que j'en suis à l'origine, mais Dijon, ça c'est encore un projet qui est beaucoup plus important puisqu'à terme c'est quand même pour la collectivité 200 bus et 60 bennes à ordures. Ouais. Alors on a un peu de retard parce qu'on est quand même dans une filière hydrogène qui est neuve, qui est récente, même si elle est mature, il faut qu'il y ait plein de choses qui se mettent en place. On a une petite année de retard. Mais en octobre aussi, ça va démarrer. Donc on va pouvoir prendre le bus à hydrogène d'ici l'automne à Dijon. J'espère en 2024, oui. Pour revenir au transport de l'hydrogène, il est transporté sous forme gazeuse, j'imagine, comprimé, et pas liquide pour le moment. Pour le moment, dans notre solution, oui. Ouais, dans la solution envisagée. Liquide, c'est du cryo, c'est à moins de 200 C'est un refroidissement très important et plus complexe techniquement. Donc là, on est vraiment sur des vraies lignes de développement importantes en matière d'hydrogène. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à la filière qui est en train vraiment d'émerger et avec des projets concrets comme on peut le voir sur vos entreprises? Qu'est-ce que vous attendez de la filière aujourd'hui, Olivier Kramat? On attend l'hydrogène, la production sur le site de nos clients. Et idéalement, nous, notre objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans des écosystèmes verts d'hydrogène. Oui. Donc, production locale, consommation locale de cette molécule. Samuel Jazé. On est sur les mêmes problématiques. Besoin. On a besoin d'hydrogène vert parce qu'autrement cette démarche n'a aucun sens. Tout à fait. Et on a besoin qu'il arrive jusqu'à nos clients et qu'il soit facile à utiliser. C'est ce qui déclenchera vraiment le début de cette technologie pour les engins de chantier. Alors, chez Inocel, vous avez besoin d'hydrogène pour faire vos tests, pour travailler. Comment ça fonctionne? Vous avez vous utilisez peut-être bientôt l'hydrogène de Belfort ou comment ça va s'organiser? Donc, comme on est sur des piles de forte puissance, on va très vite passer à des systèmes avec électrolyseurs. En interne, du coup? Voilà, en interne, effectivement, on va produire notre propre hydrogène pour pas être dépendant, effectivement, de livraison et de systèmes qui sont quand même assez lourds à gérer et chers avec les tubes trailers ou simplement les cadres hydrogène. Donc, on a le même enjeu d'avoir un hydrogène peu cher et du coup vert. Et également, ce que moi je souhaiterais, c'est que l'ensemble de l'écosystème industriel se développe très rapidement. On voit qu'on a encore des difficultés à se sourcer en certains composants pour les piles à combustible qui nécessitent des développements spécifiques. Je pense par exemple à des compresseurs d'air, typiquement. Donc voilà, de la même façon que l'écosystème de production doit se mettre en place, l'écosystème complet pour les piles, voilà, ouais. Aussi s'accélérer. Et chez Thor? Moi, je crois beaucoup à l'écosystème français. Travailler en équipe va être une réponse immédiate parce que les travaux de nos industriels sont exceptionnels sur les véhicules. Il faut qu'on puisse tous travailler ensemble pour que ça aille vite. En schéma court, on part la force de la France, c'est de partir de la station fixe qui est installée et d'organiser un rayonnement local, en circuit court, pour qu'on puisse répondre à un chantier, à un port, à un viticulteur, à quelqu'un qui a envie de passer et qui doit passer au véhicule propre. Donc on reste vraiment sur des schémas de territoire, comme on peut le voir à Dijon, ou même en Occitanie également, où ils ont des productions d'hydrogène.
Christophe Rougeau, peut-être le mot de la fin par rapport à ces écosystèmes qui sont créés, puisque vous êtes à l'initiative du premier à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'on peut pas dupliquer ça un peu plus vite, un peu plus partout ailleurs? Je pense on peut le faire partout. Ce qu'on a besoin, c'est des gens de bonne volonté. On en a autour de la table et c'est ce qu'on voit. C'est le territoire et des entrepreneurs. Et c'est ça qui fait la force de l'hydrogène, c'est que ça, tout le monde à peu près l'a compris, enfin, de moins tout l'écosystème qui existe. C'est, je le répète, des entrepreneurs et un territoire. Donc ça, c'est important. Et nous, ce qu'on a besoin aussi, alors, il y a des subventions, l'État nous aide beaucoup, hein, mais il manque encore, alors, j'ai envie de dire, les Engie, les Air Liquide et tout, ils sont servis en premier, ils ont eu raison. On aurait peut-être fait pareil, mais les constructeurs ont besoin de subventions. Les constructeurs, aussi les collectivités et j'ai envie de dire le client final aura besoin de subventions puisque aujourd'hui ça coûte quand même un peu plus cher. Hein. Donc, et ça, il faut qu'il y ait un vrai travail de fait sur vraiment en amont, hein, sur le client futur. Il faut qu'il soit aidé aussi. Vous, vos entreprises, vous êtes aidés, vous avez pu avoir des subventions pour accélérer votre développement en hydrogène, Marie-Laure? Nous sommes justement en phase de levée de fonds, de subventions. Donc c'est en cours, mais oui, c'est. Vous avez 2 grands investisseurs. Oui, on a les investisseurs historiques effectivement, donc qui sont Mauro Ricci qui était l'ancien PDG Dakar Technologies et Mike Horn effectivement qui est investisseur important aussi pour Innocell. Et chez Thor, la partie financement, comment vous l'appréhendez? Elle démarre. Ça démarre. Ça démarre. On est accompagné par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, on va faire des financements intelligents, pas signés avec n'importe qui. Par exemple, des fonds américains ou des gens qui seraient un peu mal intentionnés. Donc, on va se tourner vers le financement d'entreprises, les partenaires industriels surtout. Les gens qui sont nos mentors et nos consommateurs en même temps. Oui, on revient tout à l'heure à ce que vous nous expliquiez de ce rassemblement, que ce soit technologique, technique et puis financier finalement. Nous, on a quelques investisseurs industriels à qui on va demander un accompagnement d'accélération pour garder le rythme international, qui en fin de compte vont pouvoir mettre des plateformes dans leurs usines, leurs propres usines, quoi. Donc l'un dans l'autre, on rend l'appareil assez vite, quoi. Chez Gossin, Olivier Cramat, comment vous appréhendez le développement financier pour vous aider? C'est pareil, hein, on fait appel bien sûr aux fonds qui sont disponibles, mais je dirais ce qui peut aussi manquer par rapport à notre métier, c'est qu'on a des gens qui vont faire du rétrofit de poids lourds pour les passer à l'électrique, qui sont éligibles à des subventions, parce que c'est des véhicules qui vont sur la route, et nous qui sommes fabricants de véhicules finalement qui travaillent en intra, eh ben on accompagne ni le constructeur, ni le client final, on n'est pas éligible à ces aides à la transition énergétique. Et je pense que ça pourrait être un vrai accélérateur parce que ce serait bénéfique pour nos clients et bénéfique aussi pour nous pour accélérer le développement. Chez JCB. Je vous remercie. Alors, on va rejoindre tout de suite Gaston qui est dans les allées et qui doit on doit le retrouver sur le stand de la société Daimler pour nous présenter le nouveau modèle. Est-ce que Gaston... Je suis actuellement dans les allées des JDL et nous sommes sur le stand Daimler Truck avec Nicolas et Alexandre. Alors, vous avez souhaité être présent sur les JDL. Expliquez-nous pourquoi. Oui, merci. Alors, je souhaite tout d'abord commencer par mentionner le fait que nous sommes très heureux de participer à cette édition 2023 des JDL. Et en tant que constructeur de véhicules industriels, cette participation fait sens puisque nous avons une gamme large et qui est totalement adaptée aux métiers spécifiques et aux exigences spécifiques du levage. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes venu avec quoi ? Alors on a 3 véhicules qui représentent l'ensemble de notre gamme Daimler Truck. On va commencer par un véhicule Fuso, qui est un petit véhicule urbain, 3,5 tonnes, qui est équipé d'une grue Palfinger et qui est parfaitement adapté pour des utilisations urbaines. On a un véhicule un peu plus anecdotique et original qui s'appelle l'Unimog, qui est le véhicule typique de franchissement 4x4, conditions extrêmes, et qui est équipé d'une nacelle France Élévateur et qui est dans ce cas-là parfaitement adapté pour des utilisations type installation de poteaux électriques. Et enfin, le cœur de notre gamme et ce qui fait que nous soyons présents aujourd'hui, qui est notre gamme Mercedes Arox, qui est équipée d'une nouveauté, qui est l'essieu 10 tonnes. Et je laisserai... D'accord, alors justement, on va voir avec ce camion avec cet essieu 10 tonnes. Qu'est-ce que ça apporte à vos clients ?
Alors déjà, ce véhicule, il est particulier puisqu'il a été, c'est un plateau grue, un Arocs TLG plateau grue qui a été carrossé par Cornu. C'est une grue Cormac 95 tonnes-mètres. Et la particularité de ce véhicule, c'est qu'il est en effet équipé de l'essieu avant 10 tonnes, ce qui permet justement de faire ce type de véhicule avec des grues très importantes ou des grues moins importantes, mais avec une flexibilité, une facilité de carrossage. D'accord. Et donc, du coup, un vrai plus pour les clients à l'utilisation et pour tout ce qui est conception, fabrication, adaptabilité. Tout à fait. Là, on est dans le cadre de ce véhicule qui est un 8x4, mais on pourrait parler également d'un 6x4 où il y aurait un réel intérêt, encore une fois, pour venir carrosser des grues vraiment plus importantes, ce qu'on pouvait faire potentiellement avec un essieu 9 tonnes, mais ce qui est facilité par l'essieu 10 tonnes et qui nous permet de faire moins de compromis, on va dire. D'accord, très bien. Eh bien, merci de nous avoir accueillis sur le stand Daimler Truck. Retour plateau. Merci Marion, c'est à vous. Merci Gaston. Alors moi, je vous retrouve à 14h pour une prochaine table ronde sur comment augmenter la performance des parcs et baisser l'impact carbone avec la digitalisation. Et je vous remercie tous les 5 pour vos interventions et puis je vous dis à très vite.